Imaginez le scénario classique. Un matin, le téléphone sonne et voilà, un de vos salariés est en arrêt maladie. Et là, c'est parti, un véritable compte à rebours se met en marche. Délai à respecter, déclaration à faire, impact financier, une seule petite erreur peut coûter cher. Alors comment on transforme ce casse-tête en un processus fluide et maîtrisé? Dans les prochaines minutes, on décortique ensemble la méthode complète avec toutes les mises à jour pour 2026. Pour commencer, mettons les choses en perspective avec un chiffre, un seul, 16 milliards d'euros. Oui, 16 milliards. C'est le coût total chaque année en France des indemnités journalières pour les arrêts maladie. Ce n'est pas juste un chiffre abstrait, c'est une charge immense qui pèse sur toute l'économie et donc au final sur chaque entreprise. Et ce n'est pas un phénomène rare, loin de là. On parle de plus de 8,8 millions d'arrêts prescrits tous les ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aucune PME n'y échappe. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si on va y être confronté, mais plutôt comment on va gérer ça efficacement le jour où ça arrive. Alors, pour y voir clair, voici notre plan de vol. On va d'abord poser les bases avec les enjeux. Puis on va suivre la chronologie. Que faire dans les 48 premières heures? Comment gérer la paperasse et les finances? Quels sont les droits et devoirs pendant l'absence? Et, pour finir, comment bien préparer le retour? C'est bon? Allez, on y va. Première étape, les enjeux. Avant même de plonger dans les formulaires CERFA, il y a deux notions de base à maîtriser. D'abord, c'est quoi, au juste, un arrêt maladie? Et surtout, quelle est la distinction juridique qui va absolument tout changer dans la façon de le gérer? Un arrêt maladie, c'est avant toute chose un acte médical. Mais sa conséquence juridique est cruciale, le contrat de travail n'est pas rompu, il est simplement suspendu. Ça veut dire quoi? Que le salarié fait toujours partie des effectifs, mais son obligation de venir travailler est mise en pause. C'est ce principe fondamental qui régit tout le reste. Et voilà la distinction capitale. Ce tableau, il faut l'avoir en tête. D'un côté, la maladie ordinaire, de l'autre, l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Regardez bien, pour un accident du travail, les jours de carence de 3 et 7 jours, ils sautent. La protection contre le licenciement est beaucoup plus forte. La visite médicale de reprise est obligatoire bien plus tôt. Bref, le tout premier réflexe à avoir quand on reçoit un arrêt, c'est de vérifier son origine. Ça change tout. Allez, passons à l'action. Le téléphone sonne, un email arrive, un salarié est en arrêt. À partir de ce moment-là, les 48 premières heures sont critiques. C'est une course contre la montre. La règle d'or, le salarié a 48 heures, pas une de plus, pour faire parvenir le fameux volet 3 de son arrêt de travail. C'est ce papier qui déclenche toute la procédure. Et attention, il y a une grosse nouveauté à partir du 1er septembre 2025. Pour les arrêts papier, seul l'original du nouveau formulaire CERFA sécurisé sera accepté. Fini les scans ou les photocopies, il faudra l'original en main propre. Ok, on a reçu le volet 3. Maintenant, la machine administrative se met en route. Ça peut paraître un peu lourd, mais en réalité, c'est une checklist assez logique. Si on la suit bien, on évite les ennuis. Voici la séquence à suivre point par point. Étape 1, on vérifie que le volet 3 est bien arrivé dans les temps. Étape 2, crucial, on établit l'attestation salaire et on l'envoie à la CPM sous 5 jours. Sans ça, pas d'indemnité pour le salarié. Étape 3, on signale l'arrêt dans la DSN à la déclaration sociale nominative et on le fait tout de suite. L'étape 4, la subrogation, c'est si on maintient le salaire. On demande à toucher les indemnités de la Sécu directement. Étape 5, si l'arrêt dure plus de 6 mois, on met à jour le dossier. Et enfin, étape 6, on n'oublie pas de signaler la reprise du travail. Avec ces 6 points, on est paré. On arrive maintenant au nerf de la guerre, l'argent. Qui paye quoi, quand et comment? C'est une question absolument centrale avec un changement très important à connaître pour les années à venir. Le socle de base, c'est la sécurité sociale. C'est elle qui verse les fameuses IGSS, les indemnités journalières. Elles correspondent à 50% du salaire journalier de base et sont versées après un délai de carence de 3 jours pour une maladie ordinaire. Et c'est là qu'il faut être très vigilant parce que voici le grand changement pour 2025-2026. Regardez bien ce graphique. Le plafond de salaire utilisé pour calculer les indemnités de la Sécu va baisser, passant de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour les salariés qui gagnent plus que ce nouveau plafond, la Sécu va moins rembourser. Et la différence, c'est l'employeur qui va devoir la combler via le maintien de salaire. C'est une augmentation directe du coût des arrêts pour l'entreprise. Car oui, la loi impose à l'employeur de compléter les indemnités de la Sécu. C'est le fameux maintien de salaire. Et comme le montre ce tableau, cette obligation est directement liée à l'ancienneté du salarié. Plus il est là depuis longtemps, plus on doit le couvrir longtemps. Pour un salarié avec plus de 30 ans d'ancienneté, par exemple, on doit maintenir son salaire pendant 180 jours au total. C'est un point clé à anticiper dans sa trésorerie. Et un petit détail, qui est souvent source de confusion, ce maintien de salaire de l'employeur ne démarre qu'après un délai de carence de 7 jours pour une maladie ordinaire. Donc pour résumer, 3 jours de carence pour la CPM et 7 jours pour l'employeur. Bien sûr, une convention collective peut toujours prévoir des conditions plus avantageuses pour le salarié. Le salarié est donc absent pendant ce temps
Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et surtout qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? C'est une période où il faut trouver le juste équilibre entre la continuité de l'activité et le respect du droit au repos. Ce tableau dessine très clairement la ligne à ne pas franchir. Côté oui, on peut organiser une contre-visite médicale ou contacter le salarié pour une information vraiment urgente et indispensable, comme un mot de passe qui bloque toute l'équipe. Côté non, c'est l'interdit absolu. Lui demander de travailler, même un tout petit peu, et bien sûr poser la moindre question sur la raison médicale de son arrêt. Le secret médical est total. C'est une question qui revient très souvent. Face à une absence, est-ce qu'on a les moyens de vérifier si l'arrêt est bien justifié? La réponse est oui. Et l'outil légal pour ça, c'est la contre-visite médicale. À partir du moment où l'entreprise verse un complément de salaire, elle a le droit de mandater un médecin pour qu'il aille vérifier au domicile du salarié que son état de santé justifie bien une incapacité de travail. Toute absence a une fin. Il est donc temps de préparer le retour du salarié. Mais cette dernière étape soulève aussi des questions plus délicates. Que faire si les arrêts se répètent? Un licenciement est-il même envisageable? En fait le point. Attention, un salarié ne reprend pas toujours son poste comme si de rien n'était. Dans certains cas, une visite de reprise avec le médecin du travail est obligatoire. C'est le cas après 60 jours d'arrêt pour une maladie simple, mais ce délai tombe à 30 jours après un accident du travail. Et c'est bien à l'employeur de prendre l'initiative de l'organiser. Et on termine avec la question la plus sensible, le licenciement. Le principe est simple, on ne licencie jamais quelqu'un parce qu'il est malade, c'est discriminatoire. Par contre, la loi prévoit 3 exceptions très strictes où ce n'est pas la maladie qui justifie la rupture, mais ses conséquences. Si l'absence est si longue qu'elle désorganise l'entreprise et qu'il faut un remplaçant définitif en CDI, si le médecin du travail déclare le salarié inapte sans possibilité de reclassement, ou enfin en cas de faute grave qui n'a rien à voir avec sa santé. Finalement, tout ce processus nous amène à une question de fond. La gestion des arrêts maladie, ce n'est pas juste de l'administratif, c'est un vrai test pour une entreprise. Maîtriser les délais, les déclarations et les finances, c'est se protéger d'un risque légal et financier. Mais gérer l'humain avec justesse, c'est renforcer le contrat de confiance qui lie l'entreprise à ses salariés. Alors la vraie question à se poser, c'est est-ce que cette gestion est vue comme une contrainte subie ou au contraire comme une opportunité de prouver sa solidité ?